Lors du Conseil des ministres d'hier, de nouvelles promesses présidentielles ont été annoncées, malgré l'échec des engagements pris en 2019 et 2023, qui restent lettre morte. Selon le président du parti Tsarata Afn, cette habitude de promettre sans agir plonge Madagascar dans une spirale de pauvreté. L'exécutif foule aux pieds les institutions, y compris l'Assemblée nationale, censée jouer un rôle de contre-pouvoir, ont dénoncé plusieurs députés. À ce jour, les assistants parlementaires déjà nommés attendent toujours leur salaire. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine ne se rendra pas aux négociations directes avec l'Ukraine, prévues jeudi à Istanbul. Cette absence envoie un mauvais message selon les explications. De nouvelles promesses présidentielles ont été annoncées lors du Conseil des ministres d'hier. Pourtant, la plupart de celles faites en 2019 et 2023 n'ont jamais été concrétisées, ne restant que de simples discours et démonstrations de façade. À Touliage, il a de nouveau été question de l'installation de parcs solaires dans les centres de santé CSP2 à travers le pays. Une capacité de 10 MW est annoncée pour la province de Touliage. La construction des routes nationales 10 et 7 a également été évoquée, mais alors que les projets précédents ne sont pas encore achevés, l'accent est déjà mis sur le lac Arivu. Andradzwell a réitéré ses promesses à la population de Touliage, affirmant que le développement du Sud serait visible d'ici 3 ans, de même pour les autres régions. Pourtant, sur le terrain, le constat est tout autre. Le parc solaire installé à Mahadzang en mars dernier a déjà été démonté et la suite du projet reste improbable. De nombreuses routes nationales demeurent en mauvais état, suscitant les plaintes des usagers, mais sans réponse concrète des autorités. En 2019 déjà, lors de cette tournée régionale, Andradzwell promettait un développement rapide de Touliage, Atiran, Mahadzang, Thomas, Fianarantsoa, entre autres. Jusqu'à présent, rien de tangible ne s'est concrétisé et seules de nouvelles promesses sont proférées. De nombreuses infrastructures annoncées au début de son second mandat, telles que la construction d'une grande raffinerie d'or, le goudronnage de 80 km de route, la construction de stades et d'écoles modernes dans les régions, ou encore le renforcement de la production électrique, sont restées lettre morte plus de 2 ans après. Les promesses semblent être devenues une méthode de gouvernance pour ce régime, comparable au discours de campagne électorale, ce qui, selon le président du parti Tsarata Afn, plonge le pays dans une spirale de pauvreté. Les dirigeants devraient prendre le temps de réfléchir avant d'annoncer qu'ils vont réaliser tout ce qui leur passe par la tête. Les moyens financiers ne suivent pas. Notre économie est au bord du gouffre. Les rapports de la Banque centrale et de la Banque mondiale mettent en évidence le manque criant de ressources. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas eu de loi de finances rectificative. Les promesses passées les engagent, et nous verrons bien s'ils assumeront celles de l'avenir. Les résultats obtenus sous le régime d'Andradzwell sont en contradiction flagrante avec son ambition de faire de Madagascar un pays en développement. Presque tous les indicateurs économiques et sociaux sont en baisse. Selon les classements internationaux, le pays ne pourra pas progresser si l'exécutif persiste avec cette méthode de gouvernance qui l'entraîne vers l'échec selon les explications. Les pays en voie de développement qui étaient comparables à Madagascar ont aujourd'hui pris une nette avance grâce à la bonne gestion de leurs dirigeants. C'est le cas des Comores, que Radzwell n'avait autrefois menacé de faire emprunter à Madagascar, alors que la situation s'est aujourd'hui inversée. L'île Maurice, le Sénégal et le Rwanda enregistrent des avancées rapides, pendant que Madagascar stagne, freiné par des promesses récurrentes jamais tenues. Suite au dernier Conseil des ministres délocalisé à Touliage, des voix s'élèvent pour rappeler que la décentralisation ne saurait se limiter à des réunions organisées en dehors de la capitale. Le chemin à parcourir reste long concernant la mise en place effective de la décentralisation dans le pays. Le régime actuel clame avancer vers un système de gouvernance décentralisé. On entend également dire qu'aucune commune, aucun district ni aucune région ne sont oubliés et qu'aucun dirigeant n'a été aussi proche du peuple depuis 60 ans. On évoque à cet égard les descentes des membres du gouvernement dans les régions et ses conseils des ministres itinérants.
Le régime se trompe en qualifiant de décentralisation ce qu'il fait. S'il est réellement disposé à s'engager dans cette voie, il faudrait appliquer littéralement le principe de partage des pouvoirs. La première étape serait l'élection des chefs de région, conformément à la Constitution, et leur accorder ainsi qu'aux dirigeants locaux l'ensemble des pouvoirs de décision et de gestion sur leur territoire. Conseil de gouvernement régional. Ce sont les élus de Touliar qui devraient organiser des conseils de gouvernement régional dans leur propre région. La véritable décentralisation, c'est lorsque les dirigeants locaux prennent les décisions pour leur territoire. Or, ce régime n'a jamais organisé d'élection pour désigner les chefs de région. Ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec la décentralisation, c'est toujours le pouvoir central qui vient se montrer à Touliar. De plus, l'État doit changer ses méthodes de travail et mettre en place une politique claire concernant la collecte des impôts et la rétrocession des responsabilités au niveau local, s'il veut réellement instaurer la décentralisation. Il faudrait former les collectivités territoriales décentralisées pour qu'elles soient en mesure de gérer et de faire fonctionner leurs finances et leurs ressources. Si cette centralisation de la collecte des impôts et taxes des zones riches vers le pouvoir central se poursuit, cela ne pourrait être interprété que comme de l'égoïsme et un facteur d'appauvrissement des régions. Du côté des syndicats, leur avis sur la décentralisation à Madagascar est le suivant. Le président est égoïste et empiète sur les responsabilités des autres, ne donnant pas d'autonomie aux régions et aux différentes institutions. Le président préside le Conseil des ministres, participe à des sommets internationaux, distribue des aides aux plus démunis, fait ceci, fait cela. Il fait tout. Il va même jusqu'à demander la libération de la femme d'un accusé et s'adresse directement à la justice. C'est préoccupant, car cela illustre l'absence de réelle décentralisation du pouvoir dans le pays. La prise en compte des aspects sociaux dans les zones d'exploitation fait également partie des étapes de la mise en place de la décentralisation. Concernant la Bastouliage, Constant Ravelson estime qu'il faudrait construire un hôpital spécialisé pour prendre en charge les travailleurs et les populations vivant autour du site du projet. Car, qu'on le veuille ou non, ce projet aura forcément un impact sur la santé. Il faudrait également prévoir un financement spécifique pour la protection de l'environnement local, car on s'attend déjà à ce qu'il soit endommagé. Le pouvoir exécutif ne respecte pas les institutions de l'État en place et agit comme bon lui semble. L'Assemblée nationale, censée être un contre-pouvoir chargé de contrôler l'action de l'exécutif, fait partie des institutions ainsi méprisées. À ce jour, les salaires des assistants parlementaires déjà nommés n'ont toujours pas été versés. Ils ont été nommés depuis le début de notre mandat, mais n'ont toujours pas perçu leur salaire. Pourtant, leur nomination est bien officielle. Ne pas les rémunérer constitue, selon moi, un mépris de la loi. Une personne nommée doit être payée. Cette situation complique considérablement notre travail, car nous sommes contraints de partager les salaires avec eux. Nous attendons qu'ils soient enfin rémunérés comme il se doit. Selon leurs explications, aucune information n'a été communiquée par les responsables, ce que les députés interprètent comme un mépris envers l'Assemblée nationale. Ce manque de considération n'est pas un cas isolé. Plusieurs incidents se sont produits sous le régime Radziwiłł, notamment l'annulation du face-à-face entre l'exécutif et le législatif, ou encore la présentation tardive du projet de loi de finances, empêchant toute analyse en profondeur par les parlementaires. Par ailleurs, pour la deuxième fois, le budget de l'État ne fera l'objet d'aucun amendement. L'exécutif impose ainsi ses décisions en contradiction avec le rôle constitutionnel de contrôle confié à l'Assemblée nationale. Selon le rapport présenté aujourd'hui par l'Agence de recouvrement des affaires illicites, pour l'année 2024, 18 véhicules et motos ainsi que des biens acquis illégalement d'une valeur d'environ 123 millions d'ariages ont été saisis, en plus de fonds totalisant 6 366 millions d'ariages. Environ 591 millions d'ariages ont été restitués à leurs propriétaires, tandis que 10 véhicules d'une valeur estimée à 5 449 millions d'ariages ont été vendus aux enchères. Les secteurs les plus concernés par ces saisies sont le secteur privé à 66%, la fonction publique 13%, les 20% restants n'ayant pas été précisés. Toutes ces catégories ont fait l'objet de procédures ayant permis la saisie de ces biens selon les explications.
Toute personne poursuivie pour corruption, détournement de fonds, blanchiment d'argent ou financement d'actes terroristes est tenue de restituer les avoirs à l'État, sans exception. Contrairement à ce que pense une partie de l'opinion, l'ARAI n'agit pas de sa propre initiative, sa mission consiste à appliquer les jugements rendus par la justice. Elle ne dispose pas du pouvoir de saisine d'office ni d'ouverture d'enquête sur des cas suspects. Ce n'est qu'une fois qu'une décision judiciaire ordonne la saisie d'un bien que l'ARAI intervient pour l'exécuter. Par ailleurs, les méthodes utilisées par les auteurs de corruption ont évolué en 2024, toujours selon ce rapport. Moins de personnes déposent désormais de l'argent en banque, contrairement à ce qui avait été observé en 2023. La réalité montre que la corruption et le blanchiment d'argent ne diminuent pas dans le pays, malgré l'existence de ces structures de lutte. La plupart des secteurs sont concernés, notamment l'éducation, le foncier, les hauts fonctionnaires et ceux œuvrant dans l'immobilier, selon les dernières données du Bianco. Les élections des 5 commissaires devant composer le bureau de la CNIDH aux Commissions nationales indépendantes des droits de l'homme se sont déroulées aujourd'hui dans la controverse. Des irrégularités dans l'organisation du scrutin ont été dénoncées par des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme venus voter. Sur les 27 candidats présentés par les organisations de la société civile pour être élus commissaires au sein des 4 collèges de la CNIDH, un commissaire pour le collège enfants, un pour le collège femmes, un pour le collège personnes handicapées et 2 pour le collège droits de l'homme en général, seuls 10 ont été approuvés. Cette situation a suscité l'incompréhension de certains membres des organisations de la société civile qui n'ont pas compris pourquoi certains candidats avaient été autorisés à se présenter et d'autres non. Des candidats préparés à l'avance ont été acceptés, tandis que d'autres ont été écartés pour des raisons obscures, ont-ils déclaré. 4 membres du comité ad hoc chargé de l'organisation des élections n'ont pas été autorisés à accéder au bureau de vote ce matin, après avoir soulevé des objections quant au déroulement irrégulier du scrutin. Cela n'a fait qu'accroître la suspicion et le trouble autour de l'élection. Sur les 27 candidats présentés, 17 ont été écartés. C'est cette sélection que nous avons contestée, car elle nous semble profondément injuste. Il y a clairement eu des personnes poussées pour être élues. La liste des candidats retenus a été publiée à la dernière minute, dans le journal d'hier. Nous, les 4 membres de la commission ad hoc, avons été mis à l'écart simplement parce que nous dérangions. Pourtant, nous n'avons fait que défendre le respect des droits de chacun. Comment peut-on prétendre protéger les droits de l'homme tout en les piétinant ? Le bureau de vote a été changé au ministère de la Justice à Faravouitch alors qu'il se trouvait ailleurs auparavant, ont indiqué les électeurs. Cette décision constitue une violation flagrante des droits de l'homme car la majorité d'entre eux sont des personnes handicapées. Le ministère de la Justice à Faravouitch étant situé en hauteur et le bâtiment comportant de nombreux escaliers, il n'était pas accessible pour eux. Ils se demandent si ce changement de lieu n'est pas une stratégie visant à les dissuader d'aller voter. Malgré les protestations, le vote s'est poursuivi au ministère de la Justice à Faravouitch. Ceux qui s'opposent à ces élections ont déclaré qu'ils n'allaient pas céder facilement et qu'ils allaient se battre pour le respect des droits de l'homme dans ce scrutin.